Bonjour, voici l'histoire qui m'a révélé ma force de femme. Écoutez. Ma belle-fille m'a dit « L'asile ou la rue, choisis ». Mon fils a approuvé. J'ai souri et j'ai demandé s'ils étaient sûrs. Ils ont répondu ensemble, très fort, « Oui ». À cet instant, j'ai compris que le choix était fait. Le soir même, une visite a frappé à leur porte et mon téléphone n'a cessé de sonner. Quand j'ai répondu, ils suppliaient. « S'il te plaît, reviens, on ne savait pas. » Alors j'ai. Bonjour à tous, je m'appelle Élise et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire qui a changé ma vie pour toujours. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et surtout à me dire en commentaire d'où vous m'écoutez. Votre soutien compte énormément pour moi. Merci du fond du cœur. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ce matin de novembre à Paris. Paris, samedi 10 novembre 2024, 9 heures du matin. Le ciel était d'un bleu parfait, presque ironique pour ce qui allait se passer. J'étais assise dans la cuisine de mon fils Théo et de ma belle-fille Amélie, dans leur magnifique appartement du 7e arrondissement. Les fenêtres donnaient sur les Invalides, la lumière inondait la pièce de marbre blanc et de bois clair. Tout était parfait. Trop parfait. L'odeur des croissants frais flottait dans l'air, mélangée à celle du café italien qu'Amélie avait préparé avec sa machine hors de prix. J'avais acheté cet appartement pour eux il y a 3 ans. Je l'avais mis à leur nom, comme un cadeau, comme une preuve d'amour maternel. Ils ne savaient pas que c'était moi. Ils pensaient l'avoir acheté eux-mêmes, avec l'argent que Théo gagnait soi-disant. Quelle ironie. J'étais venue ce matin-là avec une nouvelle importante, une nouvelle que j'avais préparée avec soin, que j'avais imaginée comme un moment de joie familiale. J'avais passé des semaines à organiser tout cela avec mon notaire, Maître Fontaine, un homme sérieux et discret qui gérait mes affaires depuis 20 ans. Tout était prêt. La nouvelle maison dans le 16e arrondissement, plus grande, avec un jardin pour Emma, leur petite fille de 5 ans. La promotion de Théo au poste de directeur général de l'entreprise Moreau Industries, l'entreprise que j'avais construite de mes propres mains après la mort de mon mari. Mon voyage à Dubaï avec mes amis, ce rêve que je caressais depuis des années, tout était parfait, mais j'aurais dû me méfier de la perfection. Amélie était assise en face de moi, son téléphone à la main, ses ongles vernis en rouge sang tapotant nerveusement sur l'écran. Elle portait une robe Chanel que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière. Elle ne m'avait jamais remerciée. Théo lisait le journal sur sa tablette, ses lunettes de designer perchées sur son nez. Il avait 42 ans, mon fils unique, mon trésor, l'homme pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, ma vie sociale, mes propres rêves. Après la mort de Pierre, mon mari, j'avais tout donné pour lui, tout. J'avais travaillé 14 heures par jour, parfois plus, pour développer l'entreprise familiale que Pierre m'avait laissée. Une petite société de logistique qui, grâce à mon travail acharné, était devenue l'une des plus respectées de France. J'en possédais 80% des parts. Les 20% restants appartenaient à Monsieur Leclerc, un homme d'affaires sérieux qui avait toujours respecté mon leadership. Je respirais profondément et posais ma tasse de café sur la table. Le bruit du porcelaine contre le marbre résonna dans le silence tendu. Alors, mes chéris, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer, dis-je avec un sourire que je voulais chaleureux. Amélie leva à peine les yeux de son téléphone. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Élise ?» dit-elle avec un ton qui me fit frissonner. Pas « belle maman », pas « Madame Moreau », juste « Élise », comme si j'étais une connaissance quelconque. J'ignorais la pique et continuais. J'ai réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision concernant cette maison. Je pense qu'il serait bien de la vendre et... Je n'eus pas le temps de finir ma phrase. Amélie laissa tomber sa cuillère dans sa tasse avec un bruit métallique violent qui me fit sursauter. « Vendre » cria-t-elle en se levant brusquement. Sa chaise racla le sol dans un grincement insupportable. « Tu es devenue complètement folle. Tu veux vendre notre maison ?» Son visage était rouge de colère, ses yeux injectés de sang. Je clignotais des yeux, confuse, mon cœur commençant à battre plus vite. « Amélie, si tu me laissais juste terminer, je voulais dire que... » commençai-je, mais elle me coupa à nouveau, sa voix montant d'un cran.
Non, assez, j'en ai assez de tes lubies de vieille femme. Tu es vieille, Élise. Tu es malade. Tu deviens complètement folle. Cracha-t-elle en pointant son doigt vers moi comme si j'étais une criminelle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Mes mains tremblaient légèrement sur mes genoux. Je regardais mon fils, espérant, priant pour qu'il dise quelque chose, pour qu'il me défende. Théo ne leva même pas les yeux de sa tablette. « Théo, murmurai-je, ma voix à peine audible. Tu ne vas rien dire ? Tu vas laisser ta femme me parler comme ça ? » Ah, finalement, il posa sa tablette et me regarda. Ses yeux, les yeux de son père, étaient froids, distants. Il soupira profondément comme si je venais de lui demander quelque chose d'épuisant. « Maman, franchement, avec tout le respect que je te dois, Amélie a peut-être raison. Tu as 69 ans. Tu ne peux plus prendre ce genre de décision toute seule. Tu as besoin. » Il hésita, cherchant ces mots. « De supervision. D'aide. Tu comprends ?» Mon cœur se brisa en 1000 morceaux à cet instant précis. Mon propre fils. Mon unique enfant. L'homme pour qui j'avais tout sacrifié, pour qui j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, pour qui j'avais renoncé à refaire ma vie après la mort de Pierre. Cet homme me regardait maintenant comme si j'étais un fardeau, comme si j'étais devenue sénile, incapable. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je refusais de les laisser couler. Pas devant eux, jamais devant eux. Je serrais les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. La douleur physique était presque bienvenue, elle me distrayait de la douleur émotionnelle qui menaçait de me submerger complètement. Amélie croisa les bras sur sa poitrine, un sourire cruel étirant ses lèvres. Elle savourait ce moment, je pouvais le voir dans ses yeux. « C'est très simple, Élise, » dit-elle d'une voix glaciale qui me donna des frissons. « L'asile ou la rue, choisis, parce que dans cette maison, tu n'es plus la bienvenue. Je ne veux plus te voir ici, plus jamais. » Les mots résonnèrent dans ma tête comme des coups de marteau. L'asile ou la rue. Comme si j'étais une mendiante, comme si j'étais moins que rien. Moi, Élise Moreau, qui avait construit un empire, qui avait donné à cette femme tout ce qu'elle possédait sans même qu'elle le sache. Cette femme qui portait mes cadeaux, qui vivait dans ma maison, qui conduisait la voiture que je payais, osait me parler ainsi. Je restais assise là, figée, incapable de bouger. La cuisine, si belle quelques minutes auparavant, me semblait maintenant une prison. Les murs blancs étaient trop blancs, trop froids. La lumière du soleil, qui entrait par les grandes fenêtres, était trop vive, presque aveuglante. Je regardais Théo une dernière fois, espérant encore, stupidement, qu'il changerait d'avis, qu'il se lèverait et dirait à sa femme qu'elle était allée trop loin. Mais il ne fit rien, il ne dit rien. Il baissa simplement les yeux, lâche, faible, exactement ce que je ne voulais pas qu'il devienne. Lentement, très lentement, je me levai de ma chaise. Mes jambes tremblaient, mais je refusais de montrer ma faiblesse. Je pris ma veste Hermès posée sur le dossier de la chaise, mon sac Chanel sur le comptoir. Mes mains bougeaient mécaniquement, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Puis je me tournai vers eux, vers ces deux étrangers qui étaient censés être ma famille. Ma voix, quand je parlais, était calme, trop calme, d'un calme qui précède la tempête. « Vous êtes certain de cela ?» demandai-je en les regardant droit dans les yeux. « Vous êtes absolument certain de ce que vous venez de me dire ?» Amélie leva le menton avec arrogance. « Tu crois que je plaisanterais avec une chose pareille ?» Théo soupira à nouveau, ce soupir agacé qui me donnait envie de hurler. « Oui, maman, nous sommes sûrs, c'est pour ton bien. Tu ne le vois pas maintenant, mais un jour, tu comprendras. Pour mon bien. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une insulte suprême. Tout ce que j'avais fait pour eux, c'était pour leur bien. Et maintenant, ils osaient utiliser ces mots contre moi. Je hochai lentement la tête, un sourire étrange se dessinant sur mes lèvres. Un sourire qui ne reflétait aucune joie, aucune chaleur, juste une résolution froide et implacable. « Très bien, » dis-je doucement. Je voulais juste en être sûre. Puis je posai la question une dernière fois, ma voix claire et forte. « Alors je répète,
Vous êtes certain? Absolument certain? Ils échangèrent un regard rapide, puis se tournèrent vers moi et répondirent ensemble, leurs voix se mêlant dans une harmonie cruelle. « Oui !» crièrent-ils à l'unisson, le mot résonnant dans toute la cuisine comme un jugement final. Le temps sembla se figer. Dans ce moment, dans cet instant précis, quelque chose en moi mourut. La mère aimante, la femme qui pardonnait tout, qui donnait tout, disparut. À sa place naquit une autre Élise, une femme que je ne connaissais pas encore, mais que j'allais apprendre à aimer. Une femme forte, impitoyable, qui ne se laisserait plus jamais humilier. « D'accord, » dis-je simplement, « le choix est fait. » Je ramassai mon sac et me dirigeai vers la porte. Mes talons claquaient sur le parquet, avec une détermination nouvelle. Théo m'appela faiblement. « Maman, où tu vas ?» Je ne me retournai pas. « Vous venez de me dire de choisir entre l'asile et la rue, n'est-ce pas ?» dis-je d'une voix glaciale. « Eh bien, j'ai choisi. Je choisis la liberté. » Je sortis de l'appartement, la porte se refermant derrière moi avec un claquement définitif. Dans le couloir, je m'appuyais un instant contre le mur, mes jambes menaçant de se dérober sous moi. Je fermais les yeux, respirais profondément. Non, je ne m'effondrerai pas. Pas maintenant, pas ici. J'avais du travail à faire, une vengeance à orchestrer, justice à rendre. Je descendis les escaliers lentement, dignement, chaque marche me rapprochant de ma nouvelle vie. Dehors, le soleil brillait toujours. Paris était belle, indifférente à mon drame personnel. Les passants marchaient, sans me voir, perdus dans leur propre vie. Je marchais jusqu'à ma Mercedes noire garée au coin de la rue. Ma voiture, payée avec mon argent. Tout comme leur appartement. Tout comme leur vie entière. Je montai dans ma voiture et fermai la portière avec force. Le silence m'enveloppa comme une couverture. Mes mains agrippèrent le volant en cuir, mes jointures blanchissant sous la pression. Je fixai le tableau de bord sans vraiment le voir, mon esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. La colère, la douleur, l'humiliation se mélangeaient en un cocktail toxique qui menaçait de me consumer. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, une pensée claire émergea, froide et précise comme un scalpel. Ils allèrent en payer. Ils allèrent comprendre exactement ce qu'ils avaient en perdu. Aujourd'hui même, je sortis mon téléphone de mon sac, mes doigts tremblant légèrement alors que je cherchais le contact de Maître Fontaine dans mon répertoire. Il était samedi, je le savais, mais tant pis. Certaines choses ne pouvaient pas attendre. Je composai son numéro et attendis. Une sonnerie, 2 sonneries, 3. « Madame Moreau ?» répondit sa voix grave et professionnelle. « C'est inhabituel que vous m'appeliez un samedi. Est-ce que tout va bien ?» Non, tout n'allait pas bien. Rien n'allait bien. Mais ça allait changer. « Maître Fontaine », dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, une voix dure, déterminée. « J'ai besoin de vous. Maintenant. Immédiatement. C'est urgent. » Il y eut une pause, puis j'entendis le bruit de papier qu'on déplaçait. « Bien sûr, madame. Que puis-je faire pour vous ?» Je respirais profondément, rassemblant mon courage pour prononcer les mots qui allaient tout changer. « Je veux que vous annuliez tout, absolument tout ce que nous avions prévu. » Nouveau silence au bout du fil, plus long cette fois. « Tout, vous voulez dire, » commença-t-il, mais je le coupai. « La maison dans le 16e arrondissement, celle que je devais acheter pour Théo et Amélie. Annuler l'achat, immédiatement. » J'entendis le souffle de Maître Fontaine se bloquer. « Madame, c'est une transaction importante. Il y aura des pénalités, » dit-il prudemment. « Je me fiche des pénalités, » répondis-je sèchement. « Annulé. »« Très bien, » dit-il après une hésitation. « Quoi d'autre ?» Je fermai les yeux, visualisant mentalement la liste que j'avais préparée avec tant d'amour ces dernières semaines. Chaque point représentait un rêve, un projet pour l'avenir de mon fils. Maintenant, chaque point allait devenir un cauchemar. La promotion de Théo au poste de directeur général. Annulé. Il reste gérant. Juste gérant. Maître Fontaine toussa légèrement. « Madame, tout était prêt pour lundi. Les documents sont signés, les employés ont été informés, » commença-t-il. « Je n'en ai rien à faire, » le coupai-je à nouveau, ma voix montant légèrement. « Annulez tout,
Trouvez une excuse, dites que j'ai changé d'avis, que l'entreprise a besoin de moi plus longtemps. Je ne sais pas. Inventez quelque chose. Un long silence suivit. Je pouvais presque entendre Maître Fontaine réfléchir, peser ses mots. Madame Moreau, puis-je me permettre de vous demander ce qui s'est passé? C'est très inhabituel. Inhabituel. Quel mot doux pour décrire ce que je ressentais. Ce qui s'est passé n'a pas d'importance, répondis-je froidement. Ce qui importe, c'est ce qui va se passer maintenant. Écoutez-moi bien, maître. Ma voix devint encore plus dure, chaque mot prononcé avec une précision chirurgicale. Je veux vendre ma part de l'entreprise, les 80%, à Monsieur Leclerc. Il a toujours voulu étendre son contrôle. Eh bien, maintenant il peut. Cette fois, le silence fut absolu. Pendant plusieurs secondes, je n'entendis rien d'autre que ma propre respiration et les battements de mon cœur dans mes oreilles. Puis Maître Fontaine parla, sa voix chargée d'incrédulité. « Madame, vous êtes sérieuse? Vendre 80% de Moreau Industries? C'est votre vie, votre héritage. Tout ce que vous avez construit depuis 30 ans, dit-il, et j'entendis dans sa voix une réelle inquiétude. Je sais exactement ce que c'est, répondis-je. Et je sais aussi ce que cela signifie. Monsieur Leclerc va restructurer immédiatement. Il me l'a dit plusieurs fois. La première chose qu'il fera sera de licencier Théo, termina Maître Fontaine doucement. Avant de continuer, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Votre soutien m'aide énormément à continuer de partager ces récits avec vous. Merci infiniment. Maintenant, revenons à notre histoire. Exactement, dis-je, et je fus surprise par le calme de ma propre voix. Il n'y avait pas de joie dans ce mot, pas de satisfaction sadique. Juste une froide détermination. C'est exactement ce qui va se passer, et je veux que cela se passe aujourd'hui. Contactez Monsieur Leclerc immédiatement. Dites-lui que je suis prête à vendre. Nous pourrons finaliser les détails lundi, mais je veux qu'il sache aujourd'hui. Maître Fontaine poussa un long soupir. Madame Moreau, je dois vous demander une dernière fois. Êtes-vous absolument certaine de cette décision? Une fois que ce sera fait, il sera très difficile, voire impossible, de revenir en arrière. Étais-je certaine? J'avais été certaine d'aimer mon fils plus que tout au monde. J'avais été certaine qu'il m'aimait en retour. J'avais été certaine que tout ce que je faisais, tous mes sacrifices, avaient un sens. Et pourtant, il y a quelques minutes à peine, ce même fils m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que j'étais folle, que j'avais besoin de supervision, que ma place était dans un asile ou dans la rue. Oui, j'étais certaine. Plus certaine que je ne l'ai jamais été de ma vie, répondis-je fermement. Très bien, madame, dit finalement Maître Fontaine avec un soupir résigné. Je vais contacter Monsieur Leclerc immédiatement. Je suppose qu'il sera ravi de cette nouvelle. Autre chose? Oui, il y avait autre chose. Beaucoup d'autres choses. Les paiements, dis-je, ma voix devenant encore plus froide. Tous les paiements que je fais pour eux, la BMW, le crédit platine, les frais de l'école privée d'Emma, l'abonnement au club de sport, les vacances. Tout. Annulez tout. Plus un centime ne sortira de mes comptes pour eux. Plus jamais. J'entendis Maître Fontaine prendre des notes rapidement. Entendu. Je vais contacter les banques et les différents créanciers dès maintenant. Pour la voiture, elle est en leasing à votre nom, donc je peux la faire reprendre immédiatement. Parfait, répondis-je. Et maître, il y a une dernière chose, la plus importante. Oui, madame, dit-il, et je pouvais sentir qu'il attendait le coup final. Je veux que vous envoyiez un de vos associés chez eux, aujourd'hui, cet après-midi, vers 16 heures, avec tous les documents. Je veux qu'ils sachent exactement ce qui va leur arriver. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu. En détail. Chaque point, chaque conséquence. Ma voix tremblait légèrement maintenant, pas de faiblesse, mais de colère contenue. Je veux qu'ils sachent que la maison qu'ils habitent, celle qu'ils croyaient leur appartenir, c'est moi qui l'ai achetée. Que l'entreprise dont Théo se vantait d'être le futur directeur, c'est moi qui l'ai construite. Que chaque euro qu'ils ont dépensé ces dernières années venait de mon travail, de mes sacrifices. Je veux qu'ils sachent tout. Le silence qui suivit
fut lourd de compréhension. Maître Fontaine connaissait bien ma situation familiale. Il avait géré mes affaires pendant 20 ans. Il savait combien j'aimais Théo, combien j'avais tout fait pour lui. Et maintenant, il comprenait que quelque chose d'irréparable s'était produit. « Madame Moreau, je suis désolé que les choses en soient arrivées là, » dit-il doucement, avec une sincérité qui me toucha malgré moi. « Moi aussi, maître, moi aussi, » répondis-je, et pour la première fois depuis que j'avais quitté l'appartement, je sentis ma voix se briser légèrement. « Mais c'est eux qui ont fait ce choix, pas moi. Je leur ai simplement demandé s'ils étaient certains, et ils ont répondu oui, ensemble, fort. Alors maintenant, ils vont vivre avec les conséquences de leur certitude. »« Je comprends, » dit Maître Fontaine. « Je vais m'occuper de tout immédiatement. Mon associé, Maître Durand, ira les voir à 16 heures précises avec tous les documents nécessaires. Ils sauront exactement à quoi s'attendre. »« Merci, maître, » dis-je. « Ah, et une dernière chose. Les comptes joints que j'avais ouverts pour Théo, fermez-les. Transférez tout sur mes comptes personnels. »« Ce sera fait dans l'heure, » répondit-il. « Madame, puis-je vous demander ce que vous allez faire maintenant ?» Je regardais par la vitre de ma voiture, observant Paris s'animer autour de moi. Les gens marchaient, riaient, vivaient à leur vie sans savoir que la mienne venait de basculer dans une direction que je n'aurais jamais imaginée. « Je vais rentrer chez moi, » dis-je calmement. « Je vais préparer mes valises, et lundi matin, je pars pour Dubaï avec mes amis, comme j'avais prévu de le faire. »« Dubaï ?» répéta Maître Fontaine, surpris. « Oui, c'était prévu depuis des mois. J'allais laisser Théo gérer l'entreprise pendant mon absence, mais maintenant... » Je m'arrêtai, un sourire amer sur les lèvres. « Maintenant, ce ne sera plus mon problème, ce sera le problème de Monsieur Leclerc. »« Je vois, » dit-il. « Eh bien, madame, je vous souhaite un excellent voyage. Vous le méritez, plus que quiconque. Merci, maître. Tenez-moi informé dès que tout sera en ordre. »« Bien sûr, madame Moreau. Au revoir. » Je raccrochai et restai assise dans ma voiture quelques minutes de plus, laissant le silence m'envelopper. Mon téléphone était toujours dans ma main, lourd comme une pierre. C'était fait. En quelques minutes, j'avais détruit ce que j'avais mis des années à construire pour mon fils. Mais était-ce vraiment moi qui avais détruit quelque chose ? Ou était-ce lui ? Était-ce Amélie ? Je démarrai le moteur et commençai à conduire, sans vraiment savoir où j'allais. Paris défilait devant mes yeux, flou, comme si je la voyais à travers un voile de larmes que je refusais de laisser couler. Je pensais à Théo enfant, à ses rires, à la façon dont il courait vers moi en criant « Maman !» quand je rentrais du travail. Je pensais à tous les sacrifices que j'avais faits, toutes les nuits blanches passées à travailler pendant qu'il dormait paisiblement. Je pensais à Pierre, mon mari, et à ce qu'il dirait s'il pouvait voir ce qui était arrivé à notre fils. Serait-il fier de lui ? Serait-il déçu ? Ou comprendrait-il ce que je venais de faire ? Les questions tourbillonnèrent dans ma tête sans réponse. Finalement, je me retrouvais devant mon appartement à Neuilly-sur-Seine, un bel immeuble haussmannien que j'avais acheté des années auparavant. C'était mon refuge, mon havre de paix. Je montais les escaliers lentement, épuisé soudainement par le poids de tout ce qui s'était passé. Une fois à l'intérieur, je posai mon sac, enlevai mes chaussures et m'assis sur mon canapé. L'appartement était silencieux, trop silencieux, vide. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce vide ne me pesait pas. Il me semblait presque libérateur. Je regardais l'horloge murale. 11 heures. Dans 5 heures, Maître Durand frapperait à la porte de Théo et Amélie. Dans 5 heures, leur monde allait s'effondrer comme le mien s'était effondré ce matin. Et moi, j'allais attendre. Les heures passèrent avec une lenteur insupportable. Je restais assise sur mon canapé, incapable de bouger, incapable de penser à autre chose qu'à ce qui allait se passer. J'avais préparé du thé que je n'avais pas bu, ouvert un livre que je n'avais pas lu. Mon téléphone restait silencieux sur la table basse devant moi, comme une bombe à retardement. Je savais qu'il allait sonner. Je savais qu'ils allaient appeler. C'était juste une question de temps.
À 15h45, je reçus un message de Maître Fontaine. Maître Durand est en route. Tout est prêt. Monsieur Leclerc a accepté toutes vos conditions. Il est ravi. Les documents de vente seront finalisés lundi matin. Je lus le message plusieurs fois, laissant la réalité s'installer. C'était vraiment en train de se passer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mon entreprise, mon héritage, tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant 30 ans ne m'appartiendrait plus d'ici lundi. Et Théo allait tout perdre. À 16 heures précises, mon téléphone commença à vibrer. Je regardais l'écran. Numéro inconnu. Je ne répondis pas. Il sonna à nouveau. Puis encore et encore. En l'espace de 10 minutes, j'avais reçu 15 appels. Certains du numéro inconnu, d'autres du portable de Théo, d'autres du fixe de leur appartement. Ils essayaient désespérément de me joindre. Je les imaginais là-bas, dans leur belle cuisine, avec vue sur les Invalides, face à Maître Durand et ses documents, découvrant la vérité. Découvrant que leur vie parfaite était construite sur du sable. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient étrangement calmes. Finalement, à 16h20, je décidai de répondre. Je pris une grande inspiration et décrochai. La voix de Théo explosa dans mon oreille avant même que je puisse dire bonjour. « Maman! Maman, pour l'amour du ciel !» cria-t-il, sa voix brisée, paniquée, presque hystérique. C'était une voix que je ne lui connaissais pas, une voix d'homme confronté à la perte de tout ce qu'il pensait posséder. « Théo, dis-je calmement, presque froidement. Qu'est-ce qui se passe ? Ma voix était si calme que j'eus du mal à croire qu'elle était la mienne. « Ce qui se passe ? Ce qui se passe ?» hurla-t-il. « Un avocat vient de partir d'ici. Il a apporté des documents. Il nous a dit des choses complètement folles. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que c'est une erreur. » Je fermai les yeux, visualisant la scène. Maître Durand, avec son costume impeccable et son attaché-case en cuir, assis dans leur salon, étalant méthodiquement tous les documents sur leur table basse, leur montrant les preuves, les contrats, les relevés bancaires, la vérité nue et crue. « Des choses folles ?» répétai-je doucement. « Quel genre de choses folles, Théo ?» Il a dit... Sa voix se brisa. Il a dit que tu as vendu l'entreprise, que tu as vendu tes parts à Monsieur Leclerc, que tu as annulé ma promotion, que tu vas couper tous les paiements. C'est vrai ? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il y eut un silence lourd, chargé d'espoir désespéré de sa part, de résolution glaciale de la mienne. Chaque mot est vrai, dis-je finalement, ma voix claire et ferme. Chaque document que Maître Durand vous a montré est authentique. J'entendis un bruit étouffé, comme si Théo venait de recevoir un coup dans l'estomac. « Non, non, maman, tu ne peux pas faire ça !» cria-t-il. Et maintenant il pleurait. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Puis j'entendis un autre bruit, un bruit de lutte. Et soudain la voix d'Amélie remplit mon oreille, stridente, haineuse. « Vous êtes une folle, une vieille folle et rancunière !» hurla-t-elle. « Vous faites ça parce que vous êtes jalouse de nous, de notre bonheur, de notre vie. Vous êtes une vieille amère qui ne supporte pas de nous voir heureux. » Ces mots auraient dû me blesser, mais étrangement, ils glissèrent sur moi comme de l'eau sur du marbre. « Jalouse ?» répétai-je, et je laissai échapper un petit rire sans humour. « Jalouse de quoi, Amélie ? De la vie que je vous ai payée ? Des vêtements que je vous ai offerts ? Des vacances que je ai financées ?» Ma voix monta légèrement. « Tout ce que vous avez, tout ce dont vous êtes si fiers, c'est moi qui vous l'ai donné. Et vous ne le saviez même pas !» Le silence qui suivit fut absolu. Puis j'entendis Théo reprendre le téléphone, sa voix tremblante, brisée. « Maman, s'il te plaît, on ne savait pas. On ne savait rien. » Sa voix était celle d'un enfant perdu, et pendant une fraction de seconde, mon cœur se serra. Mais je me ressaisis rapidement. « Vous ne saviez pas quoi, Théo ? » demandai-je. « Vous ne saviez pas que je payais tout ? Vous ne saviez pas que l'entreprise était à moi ?» J'entendis sa respiration saccadée au téléphone. Je pensais.
J'ai toujours pensé que l'entreprise était à moi, que papa me l'avait laissée, qu'elle était notre héritage, dit-il faiblement. À toi, répétai-je, incrédule. Théo, ton père est mort quand tu avais 15 ans. Il t'a laissé de l'amour et des souvenirs, mais l'entreprise, c'est moi qui l'ai construite. Moi qui ai travaillé jour et nuit pendant que tu étudiais. Moi qui ai sacrifié ma vie pour te donner la tienne. Je ne savais pas, murmura-t-il. Amélie m'avait dit, elle avait dit que tu étais juste actionnaire minoritaire, que l'entreprise était essentiellement à moi. Je ris à nouveau, un rire amer qui me fit mal à la gorge. Actionnaire minoritaire? Tu es gérant, Théo, gérant. Tu as ce poste uniquement parce que tu es mon fils. Tu es respecté dans l'entreprise uniquement parce que tout le monde sait que tu es le fils de la patronne. Mais la vraie patronne, celle qui possède 80% de Moreau Industries, c'est moi. C'était moi. J'insistais sur le passé. Maintenant, c'est Monsieur Leclerc. Et tu sais ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Théo sanglota ouvertement maintenant. L'avocat a dit... Il a dit que Monsieur Leclerc allait me licencier, que c'était prévu pour lundi matin. Exactement, dis-je. Et ma voix était dure comme l'acier. Lundi matin, dès que les documents seront signés. J'entendis Amélie crier quelque chose en arrière-plan, puis elle reprit le téléphone. « Élise, je vous en supplie !» Sa voix avait complètement changé. Toute son arrogance avait disparu, remplacée par une panique pure. « Nous avons une fille, Emma n'a que 5 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre ?»« Travailler, » répondis-je simplement. « Comme je l'ai toujours fait, comme tout le monde le fait, Amélie. »« Mais la voiture, la BMW, l'avocat a dit qu'elle allait être reprise, et les cartes de crédit, et l'école d'Emma. » Sa voix était devenue suppliante, pathétique. « Tout est annulé, confirmai-je. La BMW retourne chez le concessionnaire dès lundi. Les cartes de crédit sont bloquées depuis cet après-midi. Quant à l'école privée, vous devrez trouver une solution. Il existe d'excellentes écoles publiques à Paris. Je marquai une pause. L'appartement, par contre, reste à vous. Je vous l'ai donné. Il est à vos noms. Il y eut un moment de silence confus, puis Théo reprit le téléphone. L'appartement? Tu veux dire, cet appartement est à nous? Vraiment à nous? Demanda-t-il, sa voix mêlant surprise et confusion. Oui, répondis-je. Je l'ai acheté il y a 3 ans et je l'ai mis à vos noms. Un cadeau. Vous pensiez l'avoir acheté vous-même, n'est-ce pas? Avec quel argent, Théo? Avec ton salaire de gérant? Tu gagnais 50 000 € par an? Cet appartement en vaut 800 000. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mais si l'appartement est à nous, commença Théo lentement. Alors pourquoi tu voulais le vendre ce matin? Et voilà, la question qui allait tout révéler. Je respirais profondément, sentant les larmes monter à mes yeux pour la première fois depuis ce matin. Mais je les retins. Je ne pleurerai pas maintenant. Parce que, dis-je lentement, chaque mot pesant 1 tonne, je voulais vendre cet appartement pour vous acheter une maison. Une vraie maison dans le 16e arrondissement, avec un jardin pour Emma, avec 4 chambres au lieu de 2. Avec un bureau pour toi, Théo. Un endroit parfait pour élever une famille. J'entendis un hoquet étouffé à l'autre bout du fil. « Quoi ?» murmura Théo. Mais Amélie ne m'a pas laissé finir, continuai-je, ma voix devenant plus dure. Elle m'a interrompu, elle m'a appelée folle, vieille, malade. Elle m'a dit de choisir entre l'asile et la rue. Et toi, mon fils, mon propre fils, tu as acquiescé. Vous avez crié oui ensemble quand je vous ai demandé si vous étiez certain. Le silence était maintenant total. Je pouvais presque les voir, figés dans leur cuisine, réalisant l'ampleur de leur erreur. Et ce n'est pas tout, continuai-je, ma voix tremblante maintenant d'émotions contenues. J'allais aussi te nommer directeur général de l'entreprise. Tout était préparé pour lundi. Les documents étaient prêts, signés par moi. Tu allais me remplacer à la tête de Moreau Industries. Non, gémit Théo. Parce que j'allais partir, dis-je. J'allais partir pour Dubaï avec mes amis. C'était prévu depuis des mois, mon rêve depuis toujours.
J'allais te confier l'entreprise, te donner une belle maison et partir enfin vivre ma vie. Mais vous ne m'avez pas laissé parler. Vous avez choisi de m'humilier à la place. » J'entendis Amélie sangloter maintenant, des sanglots profonds, désespérés. « On ne savait pas. On ne savait pas, » répétait-elle comme une litanie. « Non, vous ne saviez pas, acquiesçai-je, parce que vous ne m'avez jamais écouté, vous ne m'avez jamais respecté. Pour vous, j'étais juste une vieille femme gênante qui venait prendre le petit déjeuner le samedi matin. Maman, dit Théo, sa voix brisée, je t'en supplie, on peut arranger ça. Tu peux reprendre ta décision, s'il te plaît. Non, dis-je fermement. Les documents avec Monsieur Leclerc seront signés lundi matin. C'est irréversible. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Demanda-t-il, et il y avait dans sa voix une panique pure qui, il y a quelques heures encore, m'aurait brisé le cœur. « Tu vas faire ce que j'ai fait à 30 ans, répondis-je. Tu vas travailler, tu vas te battre, tu vas apprendre la valeur de l'argent et du respect. »« Mais j'ai 42 ans, protesta-t-il. Comment je vais recommencer à zéro à 42 ans ? Exactement comme je l'ai fait à 30 ans, avec un enfant à élever seul, répliquai-je. La différence, c'est que toi, tu as une femme. Vous vous en sortirez, ou pas. Mais ce n'est plus mon problème. J'entendis un bruit de pas précipité, puis la voix d'Amélie, plus proche maintenant, désespérée. « Élise, je vous en prie, j'ai été stupide, j'ai été cruelle. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je pensais vraiment que Théo possédait l'entreprise. Il me l'avait dit. »« Et tu l'as cru sans jamais vérifier ?» demandai-je. « Tu n'as jamais trouvé étrange qu'un simple gérant puisse s'offrir des loups-boutins à 1 000 € la paire, des vacances aux Maldives, une BMW dernière génération ?» Le silence était ma réponse. « Vous avez vécu dans une illusion, dis-je, une illusion confortable que je finançais. Maintenant, bienvenue dans la réalité. »« Mais Emma, » commença Amélie. « Emma apprendra des leçons importantes, » la coupai-je. Elle apprendra que l'argent ne tombe pas du ciel, que le respect se mérite, que l'humilité est une vertu, des leçons que ses parents auraient dû apprendre il y a longtemps. Il y eut un long moment de silence, puis Théo reprit le téléphone une dernière fois. « Maman, est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner ?» demanda-t-il d'une voix si petite, si brisée, que pendant un instant, juste un instant, je redevins la mère qui l'avait bercé enfant. Mais cet instant passa. « Peut-être, dis-je honnêtement, mais d'abord, tu dois apprendre à te pardonner toi-même, à comprendre ce que tu as fait, ce que tu as perdu. »« On a tout perdu, » murmura-t-il. « Non, le corrigeai-je. Vous avez encore l'appartement, vous avez encore votre santé, vous avez encore Emma, vous avez encore la possibilité de reconstruire quelque chose de vrai, quelque chose que vous aurez mérité. C'est plus que ce que beaucoup de gens ont. Et toi, demanda-t-il, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Un sourire étrange se dessina sur mes lèvres. Pour la première fois de la journée, un vrai sourire. Moi, je vais vivre. Je pars jeudi pour Dubaï comme prévu. Lundi, les documents avec Monsieur Leclerc seront signés. Mardi et mercredi, je vais régler les derniers détails. Et jeudi matin, je prends l'avion. Tu pars ? Tu pars vraiment ? Oui, confirmai-je. Je vais voir le désert, les gratte-ciel, le Burj Khalifa. Je vais vivre les rêves que j'ai reportés pendant 40 ans pour toi. Pour combien de temps ? demanda-t-il. Je ne sais pas. Peut-être 1 mois, peut-être 6, peut-être plus. Je n'ai plus d'entreprise à gérer, souviens-toi. J'ai tout mon temps maintenant. Théo resta silencieux un long moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était à peine audible. « Je suis désolée, maman. Tellement désolée. »« Moi aussi, » dis-je doucement. « Mais les excuses ne suffisent pas, Théo. Les actions ont des conséquences. Tu l'apprendras. Est-ce que tu vas nous appeler de Dubaï ?» Je réfléchis à cette question. Peut-être. Un jour. Quand vous aurez compris. Quand vous aurez changé. Quand vous m'aurez prouvé que vous méritez une seconde chance. « Comment on peut te prouver ça si tu es à Dubaï ?» demanda-t-il. « En vivant, répondis-je simplement. En travaillant,
en étant de bons parents pour Emma, en lui montrant ce qu'est la vraie dignité. Si vous faites ça, si vous changez vraiment, je le saurai. Sans attendre de réponse, je raccrochais. Mon téléphone devint silencieux dans ma main. Je le posai sur la table et restai assise là, dans le silence de mon appartement, sentant quelque chose changer en moi. Ce matin, j'étais une mère aimante, prête à tout donner pour son fils. Ce soir, j'étais une femme qui avait choisi sa propre dignité. Jeudi, dans 5 jours, je serais une femme libre, montant dans un avion pour Dubaï, laissant derrière elle les cendres d'une vie qu'elle avait construite pour d'autres et embrassant enfin une vie construite pour elle-même. Je regardais par la fenêtre. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel en orange et rose. C'était beau. Pour la première fois depuis très longtemps, je remarquais vraiment la beauté autour de moi. Lundi, les documents seraient signés. Mardi et mercredi, je finirais mes préparatifs. Jeudi, un nouveau chapitre commencerait. Et pour la première fois en 40 ans, ce nouveau chapitre m'appartiendrait entièrement. J'avais fait mon choix, et je ne regrettais rien.